Dans la facilitation graphique, il y a la partie facilitation qui est quand même un travail de groupe. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille, il y a le facilitateur qui a une certaine posture, puis il y a le groupe et cet ensemble-là génère du contenu, un projet, etc. Dans la facilitation graphique, on utilise des outils qui sont plutôt de la pensée visuelle. Donc, la pensée visuelle, c'est juste simplement en fait le fait de retranscrire visuellement un concept. Le dessin permet d'apporter un niveau d'information supplémentaire. C'est-à-dire que du coup, tu peux te permettre d'avoir un mot qui est peut-être compliqué ou qui peut contenir une ambiguïté de sens. Le fait de rajouter un picto ou une illustration à cette notion-là, ça permet peut-être de lever l'ambiguïté, ça permet de préciser ou de simplifier. Un instant, chères auditrices et auditeurs, avant de vous présenter l'épisode du jour, place à notre sponsor de cette saison 2, Bforge. Bforge, qui s'appelle B-6 Forge, est une entreprise française spécialisée dans l'innovation en industrie circulaire en soutenabilité forte. Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une entreprise bien établie, Bforge est là pour vous aider à agir avec un maximum d'impact en y consacrant un minimum de temps. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, un instant Mike, comment je peux faire pour contacter Bforge et participer à ce mouvement de consommation durable et responsable autour des plastiques? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça ensemble. Bforge propose le programme Activez vos pouvoirs, moins de plastique. Alors c'est un programme ultra complet dont je fais partie des premiers pionniers, donc c'est-à-dire des premiers adhérents en tant que professionnel. Activer vos pouvoirs, moins de plastique, c'est rejoindre une communauté qui encourage la sobriété dans l'usage des plastiques et l'adoption de pratiques durables. En participant, vous contribuez à des actions de remédiation réparatrices à impact avec moins de plastique polluant la biosphère. Dans le même temps, vous développez visiblement les engagements de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires. Comme vous le savez, à titre personnel, je suis très impliqué dans les matériaux plastiques et tout ce qui tourne aussi au domaine des polymères. Donc moi j'ai réalisé ma thèse dans les matériaux polymères haute performance renforcés en fibre de carbone pour des applications aéronautiques et également moi je suis facilitateur de la fresque du plastique, donc c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur cette thématique. Dans mon cas, j'utilise le programme Moins de plastique pour me tenir au courant des actualités, notamment autour du plastique, et cela m'évite de perdre du temps à chercher en me posant des questions, et la question fatale, en fait, finalement, on se le pose toujours, est-ce que l'info est fiable ou non? Donc ça, c'est super important de pas se la poser et se dire qu'on est vraiment ici avec un contenu de qualité. Et également, j'ai accès à une communauté, donc la communauté Moins de plastique. Donc c'est une superbe communauté, ça permet d'échanger et c'est vraiment, vraiment top. Donc je vous invite vraiment, si le plastique vous tient à cœur, notamment son utilisation, à vraiment adhérer à cette commune. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, le programme Moins de plastique vous propose 3 formules. Micro, méso et macro. Ces 3 formules correspondent finalement au taux de remédiation que Bforge va financer via votre engagement au programme. Également, avec Bforge, le podcast vous a fait une surprise. Si vous regardez cet épisode en vidéo ou que vous l'écoutez, dans la description, vous allez avoir également un lien qui est vraiment destiné aux solo-entrepreneurs qui souhaitent s'engager autour de ces thématiques du plastique et de la remédiation de ce matériau. Vous allez voir, c'est un lien qui vous emmène vers le programme avec une réduction pour vous. Également, j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est par rapport au nombre de places qui est disponible dans ce programme. Il y en a uniquement 300, donc si vous êtes une entreprise engagée, que vous souhaitez vous investir dans un programme RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur la thématique du plastique et de sa remédiation, ce programme, il est fait pour vous. Le deuxième est par rapport au type d'engagement. Donc vous avez bien vu, vous avez plusieurs types d'engagement pour accéder au programme Moins de plastique. Micro, méso et macro. Et si vous êtes un solo entrepreneur, vous avez accès au programme Nano et Nano Early Bird. Pourquoi avoir fait ces choix avec différents types d'engagement? Finalement, c'est pour vous donner la possibilité de vous engager au montant que vous souhaitez.
Le programme est le même et restera le même. C'est simplement votre engagement qui influencera sur le niveau de financement du plastique remédié. Tout simplement. Cela étant dit, on remercie Bforge pour le sponsoring de cette saison de Drôme et Matériaux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de cette saison 2 de Drôme et Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et de rencontres et d'expériences humaines. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une personne. Vous la voyez déjà, si vous êtes sur YouTube, effectivement, vous allez la voir, elle est juste à côté de moi. Mais je vais vous la présenter, elle s'appelle Lisa. Et c'est une super copine à moi parce qu'on a fait notre thèse ensemble. Donc en fait, on a fait les mêmes armoiries. C'est ça, si on peut dire comme ça. Donc Lisa, comment tu vas aujourd'hui? Très bien, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, je suis allée travailler dans mon petit bureau à Toulouse et j'ai bossé sur mon site internet. Oh, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Et Voilà. c'est ça, hein, être freelance Mm. et tout ça, on On a fait toutes tout les tout seul. casquettes. Voilà, bon, ouais, mais bon, quand même, on peut appeler une communauté qui peut nous aider, hein. N'hésite pas, hein, tu peux m'appeler et moi je peux Ouais, t'aider, hein. Il n'y a pas de problème. ça me remercie. Bon, écoute. En tout cas, Lisa, je suis très très content que tu sois là en fait avec moi pour cet épisode. Parce que bon, ça fait un moment qu'on n'a pas pu échanger ensemble et donc ça c'est plutôt cool. Et surtout, on va parler de tout ce que tu as mis en place. Mais bon, je ne spoil pas, cher auditeur, je ne vous spoile pas. Je vais laisser Lisa se présenter. Elle va nous dire tout son grade, son matricule, son âge. C'est parti. Et c'est parti, voilà. Allez, je t'en prie, Lisa. Ok. Merci Mike déjà de m'avoir proposé d'enregistrer ce podcast. C'est mon plaisir. Ça me C'est mon touche plaisir. vraiment que tu aies pensé à moi. Bien sûr. Et c'est une chouette expérience. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis vraiment très très contente. Donc moi je m'appelle Lisa Rivière, j'ai 36 ans. Donc ça fait quelques mois que je me suis lancée à mon compte via une société qui s'appelle Les Deux Mains. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie. Si je peux repartir un petit peu Bien sûr, c'est la dans le base là. passé. Ouais, la base c'est de se présenter là. Tu te présentes, tu dis Ouais. ce que tu as fait, ton parcours. J'aurais dû effectivement le dire, excuse-moi. Ton parcours, alors, ton parcours de lycéenne, pardon, ton parcours de lycéenne, où tu es arrivé avec ton baccalauréat, qu'est-ce qui t'a poussé à dire, bah tiens, je vais continuer jusqu'à une thèse. Et voilà, donc je te laisse, hein, je te laisse. Ok. Dès le lycée, en fait, j'ai j'ai toujours en fait aimé le dessin, l'art. Je me destinais d'ailleurs plutôt à faire une école d'art ou de l'architecture ou la mode. Il y avait plein de choses qui me plaisaient autour de l'art. À côté de ça, j'aimais aussi les sciences. J'ai beaucoup hésité à l'époque du lycée. Et puis comme j'avais plutôt des bonnes notes et que c'était plus rassurant pour moi, je pense, j'ai choisi de faire un cursus scientifique. Du coup, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire, puis une école d'ingénieur, l'ENSIA 7 à Toulouse, avec une spécialité en sciences des matériaux. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé faire ces études-là, je me suis vraiment éclatée. J'ai découvert du coup la science des matériaux sur le tas, c'était pas forcément ça que je voulais faire au début, j'étais partie un peu comme beaucoup pouvoir faire de la chimie ou de la biologie, voilà, j'étais quand même intéressée par les sciences de la matière et du vivant. Je Hmm. connaissais pas trop la science des matériaux. Ouais, c'est quelque chose qui Et arrive vachement après, je trouve, la science des matériaux. Chaque fois, c'est vrai qu'on Parce discute qu'on avec des invités. parce qu'on la connaît pas au lycée. Je pense qu'au Ouais, lycée, ouais, on a la physique, chimie, les maths, la bio. Et ouais. du coup, on se dit, bah, les sciences, c'est ça. Et voilà, on connaît pas, je pense, tout ce que Surtout au ça. travers des cursus, parce qu'on voit que le cursus, moi je sais pas toi, mais c'est vrai que le cursus, moi, sciences des matériaux, il est arrivé, enfin, il s'est présenté à moi en master. Avant, enfin en lycée, Moi, tu plutôt, du vois, en coup. licence, maintenant il y en a des licences sciences des matériaux, des DUT sciences des matériaux, Ouais. tu vois, mais Mm, avant c'était vraiment une, si tu veux, une extrapolation de la physique-chimie appliquée à un domaine de la ouais. matière qui est à l'échelle humaine, quoi, Ouais. tu vois. Alors là, en école d'ingé, c'est arrivé plus tôt, puisque dès la prépa, en fait.
Donc, j'ai fait une prépa généraliste, ce qui pourrait s'associer à, je pense, maths physique. Et donc, au moment de choisir les écoles d'ingé, j'ai vu que la spécialité sciences des matériaux existait à ce moment-là, donc c'est plutôt en deuxième année de prépa. Et j'ai bien aimé le côté un peu physique, un peu chimie, très concret en fait, manipuler la matière et avoir l'opportunité de travailler sur des objets en fait du quotidien. Ce qui m'a attiré, c'est de me dire ah ouais, je pourrais bosser pour Decathlon, faire des skis, J'aimais bien en fait le côté très concret dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que quand on se lance dans sciences des matériaux, on se dit: «Bon, bah, finalement, matériaux, tout nous entoure, tout est matière» et que finalement, on Mm. peut travailler dans tout, dans le cosmétique, dans le sport, dans le textile, dans Mm. l'aéronautique, dans le automobile, heu et dans le nautique. Enfin bref, Mm. toutes les portes nous s'offrent à nous, même pour les meubles, si on fait Ouais, des ouais, il y en a meubles partout. du Il y en a bref, partout. voilà quoi. Mm. Ça, c'est omniprésent. Ben écoute, Lisa, c'est super cool et bah, enchaîne-nous, tiens, parle-nous un peu de ta thèse. Bon, moi, je connais, mais bon, pour les auditeurs qui Ouais. qui ne te connaissent pas, qu'on en Alors, découvre un peu avant la plus. thèse, quand même, à l'issue de l'école d'ingé, j'ai travaillé presque 2 ans dans une entreprise qui fait des peintures pour l'aéronautique, qui s'appelle Akzo Nobel. Avant, c'était Map Aero, en Ariège. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que je suis rentrée dans le milieu applicatif de l'aéronautique et du spatial. Bon, en plus, vivant à Toulouse, étudiant à Toulouse, c'est vrai que c'est un secteur qui est quand même assez présent. Et du coup, j'ai travaillé 2 ans, presque 2 ans dans un labo de R&D où je faisais de la formulation de peinture. Et j'ai vite senti en fait que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin, que j'avais envie de faire de la recherche, que j'avais envie de continuer mes études. En fait, je n'avais pas eu assez avec 5 ans de 5 ans de diplôme d'ingé. Incroyable, incroyable. Euh, Ouais, parce qu'en fait, je pense que ce que j'aime, moi, c'est apprendre. Donc, si j'avais pu faire des études toute ma vie, je pense que je l'aurais fait. Sauf que, bon, il y a un Ah moment donné bah, où il faut les gagner de études. l'argent. Ouais, mais c'est ça. Mais attends, et les études quand même, c'est tout au long de la vie quand même. Notre Oui, oui, apprentissage, notre on expérience peut humaine nous apprendre. amène de toute Ouais, manière tout au long de la vie à nous oui. former et à nous Mais, poser les bonnes questions. Mais mais je la vie comprends que étudiante, c'était assez sympa quand même. ça c'est vrai. Bon, on est designé, on se met en condition pour effectivement faire Ça, des études quoi. On va dire ça comme c'est ça. ça. Ouais. Donc, du coup, bah, je me suis lancée dans une thèse. Donc, j'ai démissionné de ma Aéro et je suis arrivée donc au CIRIMAT dans l'équipe physique des polymères, que tu connais bien. On leur fait un coucou, gros On lui bisous fait les un gros coucou amis s'ils nous de l'équipe écoutent. de physique des polymères, Thierry, Colette, Gianni, Antoine, C'est ça. tout le monde. Et voilà, et du coup, j'ai fait une thèse sur le sujet de la conductivité thermique dans les matériaux composites à matrice polymère. Donc, voilà, je continue dans la thématique des matériaux, un peu différent de ce que j'avais fait dans mon précédent boulot, mais qui me bottait bien. Et j'aimais bien le côté physique, parce que j'avais fait de la formulation, donc plutôt de la physico-chimie. Et là, ça me plaisait bien d'aller voir un petit peu plus du côté de la physique, Ligue comment de la ça se passait. matière. Ok, très bien. Et Voilà. alors, et tout ça, finalement, il y a une question qui restait un peu obscure encore, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la science? Qu'est-ce qui t'a dit, moi, Lisa, aujourd'hui, je suis scientifique? Ce qui m'a poussé à faire de la science, je pense que j'aime bien comprendre ce qui m'entoure. Donc, j'ai toujours aimé chercher à comprendre ben, comment la nature fonctionnait au sens large. Donc, j'ai depuis petite, hein, je regardais C'est pas sorcier. J'étais abonnée à Science et Vie. Enfin, depuis petite, en fait, ça m'intéresse. J'aimais l'expérimentation aussi. J'aimais le fait de manipuler la matière, observer comment ça réagissait, comprendre ensuite d'où ça venait. Donc, et puis je pense que comme j'avais des facilités scolaires, ça m'a permis d'aller loin en fait dans l'apprentissage. Ah, C'est c'est un peu top. une combinaison de tout ça, quoi. Ouais, ouais, bah c'est top, c'est top. Bah c'est top, c'est top. C'est vrai que avec tous les invités qu'on a reçus également d'Andromia Matériaux, on se rend compte que finalement les motivations qui nous poussent à faire de la science, bon, elles sont aussi larges que
et aussi nombreuses qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a un facteur prédominant, dominant, comme je peux dire, c'est vraiment cette curiosité, le fait de dire ben, comment ça marche? Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut aller là? Et c'est Ouais. vrai que finalement, c'est récurrent. Donc, comme quoi, si vous Ouais, avez je ce pense que gène, cher c'est... Ouais. auditeur, Et je n'hésitez pense pas à que faire de la tout le science. monde là, je pense que c'est un peu l'âme des enfants, quoi. Je pense que Ouais, tous les ouais, enfants, ouais, avant qu'ils soient trop formatés ou peut-être dégoûtés par le système scolaire pour ouais, certains, ouais, ouais. ils ont naturellement, tous, je pense naturellement, cette Cet appétit pour curiosité. la curiosité, ouais, tout à fait. Ouais, savoir comment... parce que c'est objectivement intéressant, Bah la oui, science. bah oui. Enfin, après, c'est plus ou moins bien amené, c'est plus ou moins bien expliqué, c'est plus ou moins accessible aux gens, mais les tout petits, les enfants, Bah, ça c'est sûr les qu'à partir intéresse. du moment où tu te poses une question, tu te lèves le matin, tu touches quelque chose, tu te poses une question sur cet objet, bah, tu fais de la science. Et parce que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces interactions que tu vas interagir avec ton objet, ton environnement, et ainsi de suite. Donc Ouais. effectivement, c'est incroyable. J'arrête pas de dire incroyable. Tu sais, je devrais compter le nombre de fois que je dis dans les podcasts incroyable, mais c'est incroyable. Je ne peux pas te dire autrement. Donc, ok, super, Lisa. Écoute, je te propose que tu nous en dis un peu plus, bah, du coup, sur ton activité que tu as construit. Mm. Et commençons par le début. Alors, introduis-nous un peu bah, ton secteur d'activité et qu'est-ce Ouais. que tu fais? Alors, du coup, moi, du coup, après, entre ma thèse et aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé, du coup, donc presque 10 ans dans le milieu de la recherche, enfin, on va dire de la R&D, soit de la recherche publique, académique, au travers de ma thèse, et ensuite de postdoc, et ensuite dans la recherche privée. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans à l'IRT Saint-Exupéry, à Toulouse, qui est un centre de recherche. Voilà, avec des postes qui sont allés d'ingénieur de recherche jusqu'à chef de projet. Et tout ça, ça m'a amené à réfléchir un petit peu plus sur le sens de ce que je faisais, de mon métier, ce que j'apportais à la société. Voilà, une quête un petit peu comme ça de sens. Et puis aussi sur ce que j'aimais faire, une sorte d'introspection, d'auto-bilan de compétences que j'ai commencé à faire du coup il y a bientôt 2 ans. Et tout ça, ça m'a amené à me dire que j'avais envie de me lancer dans la création d'entreprises. En tout cas, j'avais envie de me fabriquer mon métier de rêve, quoi. Et du coup, de renouer avec le côté artistique que j'avais délaissé, enfin, j'avais délaissé du point de vue professionnel parce que je continue à pratiquer dans ma vie perso. Et là, j'avais envie de réconcilier un petit peu tout ça, de remettre un petit peu Reconnecter ces plus deux de, mondes, ouais. Reconnecter ces voilà, deux ces demandes de mondes. la Et science, parce effectivement, ouais. que je suis convaincue que ça va bien ensemble, l'art et la science. Ah, Euh, c'est pas moi qui va te le contredire. voilà. C'est pas moi qui va te On le pourra, on contredire. pourra en rediscuter plus tard, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà, ça m'a paru une bonne idée. Je me suis dit, je vais travailler autour de la communication scientifique, communication illustrée, puisque ce que j'aime faire, c'est dessiner. Et puis, lors de ces réflexions-là, j'ai découvert aussi la facilitation graphique, qui m'a paru aussi être un super outil pour faciliter la science, au Alors, sens alors, large. Voilà. là, je te fais un gros warning, parce que là, il faut que tu me décris et que tu me donnes la définition de tous tes mots, facilitation Ouais, graphique, tout ça, ouais, il faut que tu m'en parles. Il faut que tu m'en parles. Du coup, je te laisse m'en parler et après, je te lance la petite question derrière encore. Donc, finalement, les enjeux, quels sont les enjeux que tu ouais, réponds finalement ce que tu crées, en fait, ouais. ce que tu aimes partager. Mais les Alors, définitions, hein, n'oublie pas Alors d'abord la facilitation graphique. Donc il y a deux mots, facilitation et graphique. Donc la partie graphique, elle est transparente, elle se comprend bien. C'est la partie le mot facilitation qui est peut-être un peu moins connue. La facilitation, c'est le fait d'accompagner un processus euh, collectif, on va dire, qui fait appel à l'intelligence collective. Euh, donc graphique, c'est-à-dire que j'utilise le dessin pour faciliter des processus qui impliquent un groupe dans soit la prise de décision ou l'innovation ou la création de quelque chose. Euh, donc,
Donc voilà, c'est genre soit moi je dessine dans ce but-là, soit j'amène les gens à dessiner eux-mêmes bah, pour les aider à clarifier leur pensée, la structurer, avoir des nouvelles idées, développer leur créativité, leur intuition, etc. Donc ça a plein de vertus et ça s'applique bien à la science parce que bah, la science, il y a beaucoup de notions complexes, beaucoup de liens, d'interconnexions qui sont pas forcément faciles à appréhender avec une structure linéaire comme on a l'habitude, c'est-à-dire ben, on a appris en fait à écrire de gauche à droite et de haut en bas, d'utiliser beaucoup de textes. De moins en moins dans sa vie professionnelle, on est amené à écrire à la main ou à dessiner sur un tableau, etc. Donc c'est un peu pour se reconnecter à ça et être plus manuel en fait dans son approche de la science, Ouais, je y comprends. compris conceptuelle. Ouais, je comprends effectivement. Bon, j'avais vraiment envie que tu nous introduises. Là, tu nous as introduit effectivement la notion de facilitation graphique. Je vais y arriver, comme toi, tu vois. Les deux. Mais c'est vrai, effectivement, je comprends beaucoup cette notion de facilitation, facilitateur. Bon, c'est vrai que dans le cadre, moi, dans le cadre privé, j'interviens en fait comme facilitateur, je vais y arriver pour la fresque du plastique. Donc, je vous fais coucou, hein, les cocos, Mm, les cocos et les copains et les copines de la fresque du plastique. mm, Et c'est vrai que je comprends très bien ce travail d'amener une réflexion, de créer, de faire émerger une intelligence mm. collective. Parce qu'on se rend compte que via une intelligence collective, on est capable finalement d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, on est capable de trouver un sens et un but et d'y aller en fait, et de le structurer par l'intelligence collective. Donc comme quoi on Mm. est comme un gros réseau neuronal, tu sais, un gros réseau de neurones et on commence à communiquer et à s'interpeller pour pouvoir avancer. Donc ça c'est vraiment cool. Et je réagis effectivement sur ce que tu dis, notamment sur le dessin. C'est vrai qu'il y a des approches ton approche elle pourrait s'apparenter à une sorte de grand brainstorming, c'est vraiment une grande arborescence, une construction. Alors, ça peut être utilisé pour faire du brainstorming. Alors, pour faire du brainstorming en groupe, il y a plein d'outils qui peuvent être utilisés. Ça peut être avec le jeu. Il y a pas mal de gens qui utilisent le jeu pour brainstormer. Le dessin fait partie, enfin, la facilitation graphique peut être un outil de brainstorming, mais ça ne sert pas que à faire du brainstorming. Ça peut servir d'autres usages. On peut s'en servir, par exemple, lors de conférences, par exemple, ou de séminaires, table ronde pour capturer en fait graphiquement ce qui émerge d'un discours, ce qui est dit, soit de façon très factuelle, donc retranscrire les chiffres, les mots, les faits qui sont énoncés, mais on peut aller un petit peu plus loin dans la retranscription en allant essayer de capter plutôt ce qui est de l'ordre de la relation, des émotions, de ce qui est un peu entre les lignes, quoi, pour donner à voir en fait aux participants de cette conférence, par exemple, et au public, une vision en fait qui est différente de celle qu'ils ont pu entendre directement ou lire directement. Et ça leur permet d'être plus engagés dans ce qu'ils ont vécu. De se sentir valorisé, ça permet de valoriser la parole de chacun, donner la place à chacun pour s'exprimer. Et puis, il y a un côté un petit peu universel du dessin, en fait, en termes de symbolique, qui fait que ça, il y a des choses qui, quand on les voit dessiner, on se dit, ah ouais, ça, c'est vrai que ça me parle, vu comme ça me parle bien. Donc, ça permet voilà, d'être peut-être un peu plus universel dans Un la langage retranscription d'un universel, une événement. écriture Voilà. universelle, vraiment C'est quelque ça. chose, un point commun, une Mm. base commune pour pouvoir discuter. Ah, C'est c'est ça. Et donc, intéressant. ouais. Donc, ça peut être ça, des conférences, ça peut être aussi des réunions de restitution. Par exemple, une équipe qui doit débriefer sur un projet qui vient de se terminer, par exemple, eh ben, c'est pour faire une synthèse, par exemple, des expériences de chacun, faire des retours d'expérience. Ou alors, ça peut être, au contraire, on a un nouveau projet à monter, qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité, quels vont être nos objectifs, comment on structure le projet. En fait, c'est dans tous ces cas-là, le dessin, en fait, peut aider à mieux structurer sa pensée, à être plus cohérent et donner plus de visibilité à sa pensée. Ben,
Bah là, ça me donne, bah, comme d'habitude dans ce podcast, et c'est ça que j'adore et j'en suis fan en fait. Je suis fan moi-même de mon boulot, c'est c'est incroyable. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, chaque fois que j'ai des entretiens avec mes invités, j'ai toujours énormément de questions qui me viennent. Et là, notamment, bah, tu n'y échappes pas, tu déroges pas à la règle. J'ai énormément de questions. Du coup, est-ce que on peut faire appel à toi, notamment en te disant, bah voilà, Lisa, euh, j'ai envie d'apprendre à prendre des notes d'une manière différente. Mhm. Ouais. On peut faire appel à toi là-dessus. On te dit, Mm. bah voilà, j'ai envie de faire apprendre des notes de manière différente et d'une manière plus parlante, plus synthétique. Finalement, tu vas Mm. te rapprocher presque d'un idéogramme quand tu vas vouloir Alors, oui, alors ça, avoir une approche. c'est une autre facette. Alors, dans la facilitation graphique, il y a la partie facilitation qui est vraiment, qui implique, qui est quand même un travail de groupe. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille, il y a le facilitateur qui a une certaine posture, puis il y a le groupe, et cet ensemble-là génère du contenu, un projet, etc. Donc ça, c'est la partie facilitation graphique, on va dire, au sens général du terme. Et dans la facilitation graphique, on utilise des outils qui sont plutôt de la pensée visuelle. Donc la pensée visuelle, c'est simplement en fait le fait de retranscrire visuellement un concept. Donc ça peut être par du picto, effectivement, des petits pictogrammes. Ça peut être des choses plus abstraites, des flèches. Ça peut être juste la structuration, la mise en forme de la donnée sur une page, par exemple. Peut-être que tu connais les cartes mentales, par exemple. Ça peut être voilà, une façon de représenter différemment l'information dans l'espace. Et en fait, cet outil-là de la pensée visuelle, il peut aussi être utilisé de façon tout à fait individuelle. On peut tout à fait le pratiquer chacun voilà, en autonomie dans sa vie professionnelle ou même perso si on aime bien ça. Et donc là, on va dire, on extrait cette méthode-là de la pensée visuelle en faisant de la prise de notes visuelles, par exemple. On assiste à une réunion ou on écoute un podcast, par exemple, ou on regarde une vidéo et on prend des notes de façon visuelle. Et ça permet aussi, ça a beaucoup d'atouts, en fait, ça a beaucoup de vertus sur la façon dont on va mémoriser l'information qu'on entend, parce que ça nous met dans un état de concentration, en fait, qui est différent, qui fait appel à d'autres... alors, je suis pas du tout experte en cognitif, en cerveau, tout ça, mais voilà, il semblerait que ça mobilise d'autres parties du cerveau qui font qu'on est plus concentré et qu'on retient mieux l'information lorsqu'on associe le dessin à une Mais notion, ouais. voilà. Euh, J'allais te dire qu'en fait, j'allais appuyer complètement sur ce que tu dis parce que on le remarque beaucoup que quand on retient l'information, c'est tous les sens qui sont travaillés, notamment le toucher, l'odorat, le visuel, ouais. et notamment c'est ce qui il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que quand on lit un livre, on a des sensations, par exemple, du toucher, Mm, l'odeur du papier. À un mm, instant T, si quelque chose se passe, au moment où on lit, on va retenir une sensation. mm, Qu'avec le numérique, c'est vrai que peut-être on va perdre ces sensations. On va mm, peut-être se concentrer plus sur le visuel. Après, tu vas me mm, dire le toucher, mais bon, le toucher, c'est quoi? Zoomer, dézoomer. Tu vois, il n'y a pas une sensation de ouais, texture, il n'y a pas une mm, sensation Bon, c'est vrai que ce n'est pas mon domaine néanmoins, mais mm. je pense que effectivement, ouais, Après, c'est c'est pas à tout le vachement. monde. Il y a la plupart des gens ont une mémorisation visuelle qui est efficace. Ouais. Ça touche une certaine partie de la population. Après, il y a des exceptions à tout. Il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à ça, qui retiennent mieux les informations, par exemple, quand ils les entendent ou quand ils les Hmm, voient écrites. Donc, hmm. voilà, c'est pas une formule magique pour tout D'accord. le monde, mais pour beaucoup de gens, ça aide pas mal à mémoriser les informations. Donc oui, on peut tout à fait sketchnoter, ça s'appelle, prendre des Ouais, notes sketch noté. voilà, de façon visuelle pour, ben voilà, pour Ouais. mieux Bah écoute, retenir c'est ultra top. et s'amuser aussi. Ben, là, en fait, c'est assez marrant parce que tu viens de matérialiser ce que je fais moi personnellement, parce que moi, je gribouille Oui, sur mes beaucoup de gens font feuilles. ça. Sauf Et qu'il y en a beaucoup de qui se gens. sont dit, tiens, on va en faire une méthode et un C'est métier, ça, mais c'est en ça. fait, Mais c'est vrai c'est... que j'ai beaucoup cette approche-là, donc c'est vrai que bon, ça me parle. En fait, quand on avait discuté en off, moi, ça me parle, cette approche. Et du coup, ça me donne, il y a deux questions qui me viennent. Je vais peut-être laquelle je prends. C'est une très bonne question. Je vais commencer par la première que j'ai. C'était quand... Non, 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 je vais faire la deuxième. Et après, on reviendra sur la première. La deuxième. La deuxième, c'était euh, donc l'idée de mettre en œuvre donc, ce métier, ce que tu mets en place, donc la facilitation graphique.
D'où elle t'est venue? De quel monde? Parce que est-ce que c'est quelque chose qui était déjà intrinsèquement présent dans la science et que finalement par le temps ça s'est perdu et que on a voulu plus formaliser par, tu sais, l'écriture et parce que entre parenthèses, l'équation est une forme de facilitation graphique. Oui. Mais en Donc, fait, la pensée, alors sans parler de facilitation, qui est la partie un peu voilà, groupe, collectif ouais. de l'iceberg, si je parle juste de la pensée visuelle, donc le fait d'associer un élément graphique avec une notion complexe, ça c'est quelque chose qui existe partout depuis tout le temps. En science, on fait des schémas, on écrit des équations, on a mis beaucoup de symbolique dans la représentation des concepts. Donc c'est quelque chose, les scientifiques qui sont assez habitués à ça. Euh, Comme tu dis, toi, tu gribouilles beaucoup sur tes notes. Il y a beaucoup de gens qui font ça, les étudiants qui font des schémas, qui dessinent des petites choses dans la marge de leur cahier. Ça, tout le monde le fait, donc c'est assez naturel. C'est juste que ça se, moi, je pense que ça se perd euh, avec la progression de la carrière et puis peut-être avec les temps aujourd'hui où on travaille beaucoup, beaucoup plus en version numérique. Même l'écriture, en fait, elle est faite sur ordinateur. Donc, on n'a plus trop cette connexion, en fait, entre la main et le cerveau qui aide à faire sortir des idées. Euh, donc, euh, en fait, ça c'est la facilitation graphique, la pensée visuelle, ça a été réintroduit, on va dire, comme méthode ou comme pratique professionnelle par tout le domaine du développement de logiciels et d'interfaces utilisateurs, etc. Donc c'est venu par là, c'est plutôt anglo-saxon comme pratique. Donc ça, c'est arrivé, je pense, en France un peu par cette porte-là. C'est beaucoup utilisé dans le monde euh, de, du social aussi, de l'économie sociale et solidaire. En fait, à chaque fois qu'il y a un groupe qui réfléchit à comment structurer une organisation, comment structurer une association, comment est-ce qu'on crée des projets, comment est-ce qu'on recueille la parole des gens, comment est-ce qu'on on donne une place à chacun pour s'exprimer. Donc, c'est très utilisé dans ce domaine-là. Et voilà. Et dans les sciences, c'est plutôt utilisé pour du développement avec voilà, tout ce qui va avec les méthodes agiles, tout ça qui sont un petit peu à la mode en ce moment. Donc c'est comme ça, moi, que j'en ai entendu parler et, euh, et que je me suis dit que j'aimerais bien le développer très, très humblement à mon échelle pour des sujets scientifiques à destination des chercheurs et des ingénieurs. Mm. D'accord, ok, bah c'est plutôt pas mal. On voit vraiment qu'il y a cette, ce phénomène transverse, tu sais, vraiment de latéralisation, je vais arriver, de l'outil. Prenons également le podcast, notamment de Romain Matériaux, qui est un peu. Les podcasts sont vraiment. Enfin, moi, j'en ai pris conscience beaucoup aux notions, tu sais, autour de la finance, euh, le cas de développement, on va dire développement personnel, toutes ces choses-là, notamment de l'entrepreneuriat, de la tech. C'est vraiment beaucoup ces discussions autour de ça que les podcasts sont nés, enfin, je vois. Et c'est eu l'idée, j'ai eu la même idée de pouvoir l'adapter finalement dans une discussion plutôt scientifique, parce que bon, dis-moi ce que tu en penses, mais tu vois bien que quand on veut prôner un contenu scientifique, à chaque fois on est un peu en difficulté, parce que soit c'est une grosse conférence, ou un gros séminaire, ou un séminaire, soit c'est une émission à la télé où tu as quelqu'un qui va te raconter des choses, et toi, bah, tu vas écouter, tu vas dire oui, oui. Il n'y a pas cette forme de discussion ou cette forme d'échange comme on peut avoir là au travers du podcast. Je sais pas ce que tu en penses, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu différent, quoi. C'est, c'est, je peux faire un petit peu le même constat Exactement. sur la communication, on va dire, écrite et graphique dans le milieu de la recherche, c'est-à-dire que c'est très codifié. Les chercheurs ont l'habitude et passent beaucoup de temps à rédiger des publications, à participer à des conférences, etc. Et le format de communication, il est très codifié, il est très Hmm. bridé, il laisse peu la place finalement à la fantaisie. C'est pas fantaisiste, mais enfin, des choses différentes, un peu l'innovation dans la communication. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut cette rigueur-là, il faut ce formalisme-là
pour communiquer dans la communauté scientifique les résultats, les avancées, etc. L'idée, c'est pas de mélanger les genres, et simplement dire que il y a ce monde-là de la publication académique. Ensuite, il y a le monde de la vulgarisation, ou en tout cas oui, de la vulgarisation grand public. Donc là, c'est très simplifié. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à destination du jeune public, du grand public. Et moi, j'ai observé qu'il y avait un peu un fossé. Enfin, il y avait une vallée de la mort entre la vulgarisation, le très grand public et la communication scientifique académique. Voilà. Donc moi, j'aimerais travailler dans cet entre-deux-là. Donc, c'est-à-dire quand même sur des sujets pointus. Je chercherai pas forcément à vulgariser très fortement le contenu, mais même dans une communauté de pairs, en fonction des spécialités de chacun, on n'est pas forcément hyper à l'aise avec toutes les notions. Donc, même pour un public de scientifiques, plus ou moins avertis, ou de financeurs, en tout cas de gens qui ont cette culture-là, il y a besoin de vulgariser un petit peu, c'est-à-dire de rendre plus accessible et plus visible les résultats des laboratoires, etc. Écoute, moi je rebondis complètement là-dessus et tu as été plus loin que ma pensée. C'est que effectivement, c'est exactement ce que moi je cible également avec Dormir Matériaux. C'est cette vallée. C'est exactement ce que je te disais au début. C'est cette vallée-là, cette vallée qu'il y a entre ce fossé, qu'il y a entre une communication très soutenue, très formalisée, très codifiée. Alors, qui est effectivement, tu l'as rappelé à juste titre, qui est effectivement, ces codes sont nécessaires pour tenir une rigueur scientifique au moment où on communique une connaissance, une donnée, pour qu'elle puisse être réutilisée dans les meilleures conditions possibles. Mais effectivement, il manque cette. Et après, bon, il y a l'autre pan qui est beaucoup de vulgarisation, très forte vulgarisation, mais il manque cette vallée de la mort, effectivement, cette vallée de la mort. Comme quand tu développes un projet, tu sais, tu as bien la vallée de la mort, tu vois. En termes de TRL, c'est le TRL 5, 6, 5, 6, celui-là, il fait toujours C'est mal un peu ça. à passer. Et donc, du coup, c'est vraiment cette notion de proposer un contenu qui est à la fois soutenu, avec une certaine rigueur quand même, parce qu'on essaye de ne pas dire des bêtises ici dans Premier Matériau. Et si j'en dis des bêtises, dites-moi, Mike, t'as dit une bêtise. Avec un grand plaisir, je rectifierai tout ça, parce que le but, c'est de faire aussi travailler l'intelligence collective au travers de ce podcast. Et effectivement, et l'idée, c'est vraiment d'aller de l'avant, en fait, d'aller de l'avant et de proposer un contenu qui est soutenu et surtout vulgarisé. Mais attention, vulgariser sans déformer les propos. C'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment faire attention parce que si on vulgarise trop, on déforme le propos et quand on déforme le propos, finalement, on dit des aberrations. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Alors, c'est peut-être pas quelque chose que tu observes. Alors, tiens, c'est une bonne question. Est-ce que des aberrations, au point de vue vulgarisation, mais au point de vue dessin, c'est-à-dire quand tu les matérialises sous forme d'une image que tu crées, est-ce que ça peut exister? Alors, avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste préciser un truc. Oui. Quand on vulgarise, y compris jusqu'à un très fort niveau de vulgarisation, donc par exemple pour les enfants, qui est vraiment le cas, ou des gens qui n'ont vraiment pas de culture scientifique, c'est normal qu'on perde de l'information en ligne, qu'on perde de la précision, qu'on perde de la justesse dans les propos. C'est normal parce que le public qu'on a en face, de toute façon, c'est pas le but de lui faire comprendre voilà, toute la complexité du sujet. L'objectif, c'est plutôt d'éveiller sa curiosité, de lui montrer quelque chose de nouveau, de lui faire comprendre un petit peu comment on construit une démarche scientifique, etc. Donc, c'est d'autres enjeux, d'autres objectifs. Donc, quand on s'adresse à un public très néophyte, très loin du monde des sciences, c'est pas grave si on dit plastique à la place de polymère, parce que le but, c'est que Attends, je sais que tu réagis à ça. Le but, c'est que notre objectif soit atteint. Voilà.
qu'on a défini en amont, etc. Donc, chaque fois, il faut ajuster le niveau de vulgarisation avec le public et l'objectif qu'on se donne pour cette vulgarisation. Par contre, faire cette erreur-là ou cette approximation-là quand on va sur des niveaux de vulgarisation intermédiaires, donc c'est-à-dire qu'on s'adresse à des personnes qui ont une certaine culture scientifique ou une certaine expérience, etc., oui, là, c'est problématique. Donc, la simplification, elle n'est pas problématique en soi. Il faut juste qu'elle soit adaptée aux objectifs et au public. Et pour répondre du coup à ta deuxième question, oui, dans le dessin, on observe un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'entre un dessin, si je te donne l'exemple par exemple d'une illustration scientifique dans un manuel scolaire ou dans une publication par exemple, je ne sais pas, l'anatomie d'un animal, il faut que tous les détails soient présents, pour qu'on reconnaisse bien l'espèce, pour qu'on comprenne bien où sont situés les différents organes, j'en sais rien. Et puis, un picto oiseau que tu mets dans une publication Instagram, par exemple, oui, tu as une perte d'information en ligne qui est énorme, mais en fait, ça va être exactement la même chose. L'objectif n'est pas le même. Dans un cas, on s'adresse à un public expert qui a besoin de ce niveau de détail-là, donc on peut mettre un niveau de, et c'est nécessaire de mettre un niveau de détail et d'information importante. Quand on veut faire un picto, l'idée, c'est pas d'avoir fait le plus bel oiseau du monde ou d'avoir représenté le moineau, le moineau commun d'Europe, j'en sais rien, voilà. C'est juste que la personne qui voit ça dit, ah, ça, c'est un oiseau, ça m'évoque la nature, ça m'évoque la liberté, etc. Donc, on est sur un autre niveau de. C'est pas la même symbolique, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Donc, oui, ça existe, mais c'est pas forcément problématique en fonction de l'usage, quoi. D'accord, d'accord. Parce que en termes de vulgarisation, moi, là, je reviens aussi sur toi, je rebondis sur ce que tu me dis. Hem, Moi, je suis plutôt d'avis, heu, des fois, de balancer le gros mot, tu vois? Ça veut dire, j'aime bien dire, quand je vulgarise quelque chose et pour avoir vraiment, vraiment, vraiment essayé, je le teste, je pratique beaucoup ça dans le monde où je suis et je balance le gros mot. Alors je vais te dire, un mot technique, voilà, et après je te l'explique. Et en fait, l'idée que j'ai moi derrière, c'est que je me dis: «L'homme, il est capable de l'assimiler ce mot» et ça va peut-être le marquer. Il va peut-être l'assimiler sans s'en rendre compte et parce que je pars du principe que c'est pas parce qu'on vulgarise qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas un niveau suffisant pour comprendre, tu vois? Autant leur donner les mots, après on explique, bien sûr, c'est le but de l'expliquer, mais au moins lui donner la symbolique et après derrière, après il mettra ce qu'il voudra derrière, mais bon, ça c'était un point Ouais. Mais ça que dépend de je ton fais. objectif. Si ton objectif, c'est d'expliquer un mot, c'est-à-dire que tu fais un article, un post en disant, ben voilà, aujourd'hui, je vous explique, je vous vulgarise en fait telle ou telle notion scientifique, donc tu mets la notion complexe et en plus, ensuite, tu la vulgarises en utilisant des mots plus simples, des métaphores, des choses qui vont permettre à un plus grand nombre de comprendre. Donc là, oui, ton objectif, il est atteint si tu fais ça. Si tu veux sensibiliser, par exemple, à une problématique plus globale et que tu noies ton public en fait avec des termes qui maîtrisent pas, qui peuvent être ambigus ou créer de la confusion, etc. En fait, tu peux passer à côté de ton objectif. Donc, c'est pas tout ou rien. C'est pas, on parle. L'idée, c'est pas de considérer que les gens sont pas en capacité de comprendre, c'est simplement de d'être efficace pour faire passer un message en fait. Exactement, exactement. Tu viens de définir, complètement mon idée. Tu vois? Bon, là on est dans ton podcast, ça va? Non, blague à J'ai part, des mais questions pour toi, Mike, ah, maintenant. bah, bah. Non, mais blague à part, c'est vrai ce que tu dis. C'est, je partage cette notion de pas perdre de pas noyer l'auditoire, sur des mots trop complexes et je trouve que c'est là, en fait, où nous, on a l'intérêt, c'est là notre job. Il est là notre job. Parce que notre job, en fait, il est là pour que on appelle un chat, mais que on donne suffisamment de contenu, de contexte, de légèreté, si tu veux, même au propos, ça veut dire ne Mm. pas surcharger l'information, Mm. pour pouvoir lui transmettre Oui. le bon mot et la bonne connexion. Mm. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu peux très vite dire des aberrations, disant, par exemple, faire des amalgames entre la fonction et la nature d'un matériau. Par exemple, tu vas dire, une encre, c'est pas un plastique. Ben, en fait, si, c'est un plastique, à partir du moment où il est synthétisé. Tu vois? Et là, tu as un amalgame entre la fonction de l'objet de lequel tu l'utilises et sa nature. Mm. Et donc, c'est là où je veux revenir sur ce que tu dis, c'est qu'il faut faire attention au moment où on dit un mot, où on donne une vulgarisation, ou alors on matérialise ce mot
sous forme d'un Mm. pictogramme ou une image, il faut faire en sorte de donner suffisamment d'informations pour pas créer l'amalgame, le lapsus, tu vois. Mm. Parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah non, mais ça, j'ai vu que c'était comme ça, et parce qu'en fait, ils ont retenu un mot qui n'était pas à la bonne place. Et ça, moi, je le Ben, remarque beaucoup, tu oui. vois. Ben, c'est Et là où le dessin permet d'apporter un niveau d'information supplémentaire. C'est-à-dire que du coup, tu peux te permettre d'avoir un mot qui est peut-être compliqué ou qui peut contenir une ambiguïté de sens. Ben, le fait de rajouter un picto ou une illustration à cette notion-là, ça permet peut-être de lever l'ambiguïté, ça permet de préciser ou de simplifier. Voilà, par exemple, tu peux, en utilisant l'humour ou la métaphore pour expliquer j'en sais rien, un électron ou des choses un petit peu abstraites, ça permet de donner accès à un niveau de compréhension que le mot seul peut-être permet pas. Donc, d'où l'intérêt justement d'associer le dessin ou le visuel au mot. bah, je te fais un gros cœur, parce que c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire ça, en fait. J'allais te dire que là, ce que tu viens de me dire, je percutais sur cette information, sur le fait que finalement, on a des strates, des couches qu'on peut rajouter pour consolider une idée sans la complexifier. Et en fait, là, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la première strate, c'est effectivement le vocabulaire. Donc, ça veut dire par une transmission auditive. Deuxième stratégie, enfin, inversement, mais bon, tu comprends la notion d'empiler des couches. Et effectivement, on va lui rajouter un autre layer qui va être la forme de l'image. Et là, effectivement, on arrive à apporter de la donnée sans la complexifier. Oui, et sans Je la trouve ça. dénaturer. Et sans la dénaturer, merci. Bah, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable, c'est super stratégie. Et du coup, tu as réussi à penser comment tu pourrais ajouter des layers, des couches supplémentaires pour toujours apporter une nuance supplémentaire sans la complexifier? Alors, tu peux. Bon, déjà, le texte et le visuel. Alors, le visuel, moi, je travaille avec le dessin, mais en fait, on pourrait très bien utiliser des photos. Bon, le dessin, ça a quand même un certain nombre d'intérêts parce qu'il est personnalisable. On peut vraiment faire beaucoup de nuances avec le dessin parce que ça fait appel à l'imaginaire, parce que c'est pas strictement figuratif, parce qu'il y a une partie d'abstrait, d'interprétation, etc. Donc, c'est pas mal pour ça. Et après, il y a le niveau au-dessus, je dirais, c'est la vidéo animée, enfin, la vidéo animée. Quand ces dessins, ils bougent, quoi. Ils bougent et ils s'animent sous forme C'est de petits intéressant ce que dessins tu dis. animés, quoi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que la vidéo animée, t'as pas peur que ta personne devienne, en fait, qu'elle devient plutôt spectateur et non plus acteur de son apprentissage? Alors là, la vidéo, ça s'applique au cas de la transmission d'informations, c'est-à-dire dans le cadre de la communication scientifique, c'est-à-dire qu'on va montrer du contenu vidéo à un public, que ce soit des étudiants sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, lors d'une conférence. Donc là, effectivement, la personne qui regarde cette vidéo-là, elle est plutôt en posture d'apprenant. Il n'y a pas il y a pas d'interaction entre ce qui est diffusé et la personne qui la reçoit. Voilà. Après, si on veut de l'interaction, il y a le jeu qui peut aussi se rajouter à ça. Donc, il y a des jeux de cartes qui existent, par exemple, que les gens développent pour des usages spécifiques, enfin, Oui, pour des notamment la milieux fresque, difficiles. notamment les fresques aussi Voilà, les également. fresques, par exemple, qui sont sous forme ludique. Donc, amener du ludique du jeu, ça permet là d'avoir de l'interactivité, ou sous forme de jeux vidéo, ça peut être des jeux vidéo aussi, il Oui, y a tout des à gens qui fait. font ça. Et puis, le mieux, ça reste l'échange, moi je pense, direct, c'est-à-dire le groupe avec les personnes qui parlent, qui communiquent entre elles, et qui partagent leurs Hmm. connaissances, on va dire la science participative aussi. Ouais, 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 c'est ça, mais c'est exactement ça. De toute façon, moi, je Mm. pense que c'est vraiment l'enjeu, hein, le nerf de la guerre. Et notamment, je trouve qu'on pourrait même faire un parallèle quand tu fais des posts scientifiques sur LinkedIn, des choses comme ça. Moi, c'est ce que je fais généralement quand je fais un post. C'est qu'à la fois, je cite toujours peut-être que j'ai fait des bêtises dans le post, que j'ai dit quelque chose d'une aberration. Mais à ce moment-là, faisons émerger notre intelligence collective. Raisonnons sur ce sujet. Ne prenons pas comptant ce que je te raconte. Moi, je te raconte parce que j'ai eu un niveau d'information et un accès. Mais peut-être que dans ce niveau d'information et un accès, il m'a manqué un élément. S'il m'a manqué un élément, finalement, toute ma démonstration, elle s'effondre. Et donc, du coup, d'où l'intelligence collective et la bienveillance collective. Moi j'aime bien le mot aussi bienveillance. Parce qu'en science, des fois, on manque de bienveillance.
On manque de vouloir dire, ben, c'est tout de suite, ah, tu sais pas, non, ben, en fait, c'est pas comme ça, tu t'es trompé, fake news. Ben, non, en fait, je peux ne pas avoir une information que toi tu détiens, et notre objectif, c'est de l'échanger ensemble pour faire comprendre où on veut aller. Tu vois? Donc, je sais pas, Oui, qu'est-ce que tu en oui. penses de ça? Oui, oui. Je pense que l'interactivité, elle est nécessaire. Et effectivement, d'être tout le temps dans un rapport il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui sait pas et qui reçoit une information avec peut-être cette crainte de dire des bêtises, etc. Ça, je pense que les techniques de facilitation, dont la facilitation graphique, mais il y en a d'autres, évidemment, ça permet de on va dire, d'oser dire les choses, effectivement, le facilitateur, il est censé permettre, enfin, instaurer un climat dans le groupe qui fait que chacun se sent à l'aise de dire les choses, d'être qui il est, de voilà, oser parler, qu'on ne se moque pas parce qu'il dit une erreur. Et puis aussi porter, parce que souvent on parle du regard bienveillant des autres, mais il y a notre propre autocritique aussi qui rentre beaucoup en jeu, autocensure, où on se dit, ouh là là, tout ce que je dis, c'est nul, tout ce que je fais, c'est nul. Et en fait, les ateliers de facilitation graphique, ils permettent ça aussi, c'est-à-dire qu'on se dise, bon, allez, là, on se met en mode, on suspend notre jugement le temps de l'atelier et on laisse. Donc, en fait, ça favorise le brainstorming, ça favorise l'émergence de nouvelles idées parce que, oui, dans le tas, il y a peut-être 90% de ce qu'on aura dit qui ne sera pas pertinent, mais peut-être que dans le tas, il y a une idée voilà, qui va être super. Et dans la science en particulier, c'est nécessaire, je pense, de créer ces environnements-là de travail pour que tout le monde, y compris des gens qui sont pas forcément experts, apportent un regard extérieur aussi en disant ah mais là ça, ce que tu me dis, ça me fait penser à un autre truc, rien à voir, mais bon, des fois ça peut faire sortir des bonnes idées comme ça. Donc oui, je te rejoins sur le fait qu'il faut oui, il faut promouvoir ça, je pense, l'interactivité et alors la bienveillance, c'est un faut être vraiment bienveillant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le mot, il y a le phénomène de mode, un peu, le mot un peu galvaudé, il faut être bienveillant, etc. On s'autoproclame pas bienveillant. Mais oui, c'est nécessaire Je d'être comprends. Je comprends. Non, mais c'est clair, c'est à clair. l'écoute des autres, quoi. Au moins C'est ça, à ouvert l'écoute des autres, ouais. Ouais, à ouais, ça, l'écoute. c'est super, c'est super important. Surtout dans un domaine, comme tu le dis, là, je rebondis vraiment sur ce point, c'est que quelqu'un qui n'est pas initié à une thématique et qui vient dire une information, peut-être qu'elle peut être pertinente pour nous. Finalement, ça devient une information transverse qu'on peut prendre et voir comment on peut l'utiliser dans notre domaine. Et ça, c'est vrai que c'est pertinent et moi, j'attire vraiment, chacune et chacun à vraiment être aux petits soins, aux aguets, à ces petites informations que des fois on peut donner d'une manière un peu, hop, c'est lancé comme une bouteille à la mer, mais ça peut être intéressant de les récupérer. Hem, j'ai une question et c'est vrai qu'on n'a pas abordé un peu on a abordé vraiment la notion science et expérience humaine. Alors, je vais mettre mon petit grain de sel au niveau matériaux et je vais te poser la question et je reviens sur ces histoires de layers et de couches pour toujours être acteur, si tu veux, de son apprentissage. Est-ce que tu n'as pas travaillé encore ou tu as travaillé déjà sur une dimension matériaux de tes images, c'est-à-dire une dimension structurale, texture, que tu fais interagir ton auditoire, enfin, ou ton groupe, sur à la fois le dessin et après tu dis, mais touche-le, touche-le. Et que tu lui donnes une dimension de toucher qui va lui apporter un niveau d'information supplémentaire. Alors, c'est une question difficile. Euh, alors, la partie sensible dans le dessin, elle est non négligeable. Effectivement, le rapport au papier, le rapport au feutre, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de la facilitation graphique en ligne, sur tablette, etc. C'est intéressant pour plein d'applications. Moi, j'aime bien le côté un peu à l'ancienne sur papier avec des feutres. Et parce que je trouve que le sensible, que ce soit le toucher du papier, du style, du feutre, le bruit, mais aussi l'engagement du corps quand il dessine, parce que, par exemple, quand on dessine en grand format, on se déplace dans l'espace, donc bon, c'est
je pense que ça participe aussi à lâcher prise, à développer son intuition, à se faire confiance, etc. Donc, c'est utile pour moi le côté sensible du dessin. Euh, donc, la matérialité. Euh, de là, le relier à la science des matériaux, je ne saurais pas là comme ça te répondre exactement comment je pourrais faire. Mais c'est intéressant. Je creuse la question. Une notion de texture, tu sais simplement par exemple commencer par un niveau primaire, mais une texture. C'est-à-dire que tu vas dessiner un objet et tu vas donner une topographie de surface. Mm. Que quand la personne va toucher, peut-être une forme de braille ou tu sais, une notion qui va dire ah, et après travailler sur ce sens, parce que finalement ce que je comprends au travers de ce que tu me présentes ici, c'est vraiment que tu demandes aux gens de travailler leur sens, leur position dans l'espace, leur Mm. environnement, comment ils interagissent, finalement se faire confiance, dire que tu es capable d'interagir avec ton Mm. environnement et avec les autres. Mm. Et ta place, elle est Oui, là. Et oui, c'est finalement, ça. c'est Mm. incroyable. Bah, c'est incroyable. J'ai dû le dire au moins 5 fois, 6 fois, je crois, dans ce podcast. Mais bon, en tout cas, bah, c'est incroyable. Je crois qu'on pourra en parler des heures là-dessus, Lisa, et ça ferait office d'un nouveau podcast. Je pense Ouais. qu'on pourra en discuter tout ça. Et comme ça, je reviendrai à la charge. Alors, t'as regardé ces histoires de texture? Non, blague à part. Bon, en tout cas, Lisa, ça, c'est super cool. J'aimerais qu'on passe dans un autre pan du podcast. Et là, c'est un pan qui va clôturer juste cette discussion qu'on a eue juste avant. Je voulais avoir ton état d'esprit sur ton travail et notamment, euh, toi en tant je vais encore te dire en tant que chercheuse, parce que pour moi, tu es une chercheuse, parce que tu essayes toujours de savoir comment te mener un travail de recherche qui va te permettre de te dire comment je peux transmettre une information la plus pertinente possible sans surcharger ce que je dois dire. Donc c'est toujours un travail de se remettre en question sur son vocabulaire, sur sa façon de fonctionner et ainsi de suite. Et moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est de savoir quel est ton état d'esprit quand tu animes ton travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est intéressant, pas intéressant? Oh, qu'est-ce que je fous là? Ou dans quoi je me suis lancé? Voilà. Euh, alors, il y a plusieurs activités. Enfin, soit on parle de la partie atelier de facilitation graphique ou capture en temps réel, ou la partie vraiment illustration, c'est deux environnements qui sont différents. Il y en a un qui se passe à mon bureau, sur ma tablette, avec mes feutres et voilà, tranquillement, etc. Et il y a un autre, l'autre partie, la partie en groupe, ou en tout cas, lors d'événements, c'est complètement différent. Donc, on est en général chez le client, avec du monde, du bruit autour, et puis une posture qui est différente parce qu'on est plus tout seul, et puis on a un rôle, j'ai un rôle en tant que facilitatrice. Donc, je sais pas par quoi tu veux que je commence. Est-ce que je réponds aux deux ou... Non, tu peux répondre, effectivement, répondre aux deux. Donc déjà, toi, en tant que professionnel, comment tu ressens ton travail? Et après, toi, en tant que particulier, c'est-à-dire une personne lambda, on va dire ça comme ça, Ouais, euh, que tu vois quelqu'un qui fait ce travail, c'est-à-dire tu t'extrais de ton corps, tu dis, bah, je vais me regarder faire mon travail, ouais. mais est-ce que c'est pertinent ce que je fais ou pas? Voilà, en gros, ça avoir une Alors moi, critique. il y a quand même une particularité, oui, qu'il faut souligner, c'est que ça fait pas longtemps que je fais ça comme activité, donc j'apprends là. Je suis en train de découvrir tout ça. Je suis pas du tout en mode, j'ai pas ni de leçons ni de conseils à donner pour l'instant à qui que ce soit sur ces activités-là de facilitation ou d'illustration. Donc je suis vraiment en mode découverte, apprentissage. J'essaie de structurer ce que je propose, essayer d'être pertinente, de répondre à des attentes, d'être voilà. Donc je en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens à ma place dans ce que je suis en train de développer. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait vraiment bien. Euh, Parce que je suis bien dans ce côté pas, pas spécialiste, un peu généraliste, touche à tout. J'ai un peu depuis longtemps, hein, le syndrome de l'imposteur.
beaucoup de gens qui se reconnaîtront sûrement. Donc, en tant que chercheuse ou ingénieure de recherche, j'ai mis longtemps à me sentir légitime dans mon travail, alors que j'ai fait les études qui allaient bien, j'ai fait la thèse, j'ai objectivement réussi à accomplir ça. Donc, et malgré tout, j'ai mis du temps à me sentir vraiment à ma place. Euh, donc là, je me lance dans une activité pour laquelle y a pas, enfin, j'ai pas fait en tout cas les études en médiation scientifique, j'ai pas fait d'études d'illustration, j'ai pas fait. Je me forme en facilitation graphique, je prends des cours de dessin, mais je le fais de façon assez autonome et autodidacte. Donc là, je dois beaucoup lutter contre ce syndrome de l'imposteur, mais malgré tout, je me dis que j'ai peut-être trouvé la position d'équilibre entre la science et un côté plus, on va dire, autour de la communication et du dessin qui me plaît bien. Donc, je suis contente d'être dans ma phase d'apprentissage et de développement euh, parce que je sens que je suis sur une voie dans laquelle je vais être épanouie, quoi. Et tu soulèves, je rebondis sur ce que tu dis, tu soulèves vraiment une notion très intéressante pour moi, la notion d'expert et cette notion de se dire, bah, je suis débutant et que finalement euh, on se rend compte que en se positionnant comme un débutant et comme un apprenant, alors pas un débutant, on va dire un apprenant, quelqu'un Oui. il se dit, moi, mon rôle, c'est d'apprendre tous les jours. Et tous les jours donner le meilleur de moi-même et apprendre et donner le meilleur de moi-même. Et bien finalement, je pense que c'est cette notion de syndrome de l'imposteur, cette notion de se dire je me mets en stress parce que j'ai des choses à prouver. Et quand on se positionne comme un apprenant et qu'on transmet ce qu'on apprend chaque jour, en fait, on se met dans une position beaucoup plus OK avec soi-même, beaucoup plus OK avec soi-même. Et finalement, je pense qu'on devient plus pertinent. Tu connais la fameuse expression qu'on dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Oui, Donc, oui. c'est un peu ça. Ça veut dire que se positionner comme un expert, veut se mettre trop de pression et finalement, on peut arriver à une bêtise, je pense. Mais quand on se pose dans une notion d'apprenant, que notre but, c'est de partager ce qu'on apprend, notre réflexion, ce qu'on s'est dit, ben, tiens, j'ai compris ça comme ça. Ouais, tu sais, ça a dû t'arriver, ça, dans la nuit, en pleine nuit, tu dis, mais j'ai compris, j'ai compris, j'aurais dû faire comme ça. Ben, finalement, c'est une notion, toujours de l'apprenant. Et c'est ce qui nous rend de plus en plus forts, je pense, qui rend de plus en plus fort, qui fait travailler. Finalement, on fait travailler notre intelligence collective, mais à l'intérieur de nous-mêmes, tu vois. C'est c'est notre mini ordinateur collectif, tu vois. Mm. Système central qu'on fait travailler. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, après, je pense qu'on peut être expert et dans une posture d'apprenant et de remise en question, etc. C'est pas qu'un niveau de connaissance ou de compétence. Je pense que c'est avant tout une trajectoire professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a des gens qui ont réussi, qui ont trouvé la direction dans laquelle ils voulaient aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas, l'intelligence artificielle ou c'est la musique, etc. Et qui ont cet état d'esprit-là, cette personnalité. Je pense que ça dépend aussi des personnalités, d'aller au fond des choses et de devenir expert. Ça n'empêche qu'ils peuvent tout le temps être en train d'apprendre et de renouveler leur savoir et d'être pas du tout donneur de leçons et pas du tout dans une position je sais tout, etc. Et au contraire, il y a des gens qui sont débutants et très prétentieux et qui se remettent pas du tout en question. Donc je pense que c'est pas forcément lié au niveau d'expérience, mais plutôt à une personnalité. Moi, j'ai une personnalité où je change vite. Il y a plein de choses qui m'intéressent et je papillonne, je me dis ah ça c'est cool et puis après je me dis ah non en fait ça c'est cool aussi et du coup j'ai pas cette persévérance peut-être qui m'ont permis d'aller aussi loin que je voudrais dans un domaine. Je me suis jamais sentie assez experte justement dans un domaine. Donc je me dis, bon, bah, puisque je suis pas comme ça, autant que je valorise en fait ce que je suis, c'est-à-dire que je suis pas experte, mais il y a pas que, il y a besoin d'experts, mais il y a aussi besoin de gens qui ne le sont pas. Parce qu'il y a d'autres, enfin, on va dire les défauts de la qualité, c'est qu'aussi, quand on n'est pas expert, on est plus, comme son nom l'indique, on est plus polyvalent, on a plus C'est on est plus intéressant. transversal, Et voilà. Donc c'est.
Ouais, je rebondis sur ce que tu dis et moi je partage ton opinion. Et là, on vient de voir aussi une démonstration, on vient de faire une démonstration qui est assez intéressante là. C'est la notion de comment on définit une notion. La notion d'expert polyvalent. Tu vois, on était en train de parler. Est-ce qu'un Ouais. polyvalent, c'est pas un expert de tout? Tu vois où je peux en venir? Je peux commencer Bah, à ah mélanger oui, les là, mots c'est la autant que je veux. sémantique. Ouais. La sémantique. Donc, effectivement, je te rejoins là-dessus complètement. Et je te rejoins sur la notion que, effectivement, et pourquoi pas aussi dire que quelqu'un qui est dans l'apprentissage, in fine, devient un expert sans s'en rendre compte. Aussi, tu vois, il y a une notion aussi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la sémantique, on peut tout et rien dire et on peut tout faire là-dessus. Ce que j'aimerais te poser comme question, Lisa, c'est finalement maintenant avec tout ça, avec tout ton parcours, que tu un parcours donc d'ingénieur de recherche, de chercheuse, et que je considère encore maintenant de chercheuse pour moi, je le considère que tu l'es. Euh, comment tu vois ton futur? Comment tu vois ta rétrospective par rapport à tout ce que tu as fait et tes perspectives futures sur ton activité et sur toi-même, surtout sur toi-même? Parce qu'avant une science et avant un domaine, c'est une femme et un homme derrière. Donc, qu'est-ce que tu envisages de ça? Ouais. Alors, rétrospective d'abord, bah, je regrette pas. Enfin, à aucun moment j'ai regretté mon parcours. C'est vrai que peut-être quand on observe quelqu'un on va dire, qui change de trajectoire professionnelle, parce que j'ai pas vraiment fait une reconversion, mais on va dire j'ai changé ça peut être perçu comme ah bah te rends compte maintenant que tu t'es planté il y a 15 ans. Non, je ne considère pas de m'être trompée. Je pense que ce que je fais aujourd'hui, enfin, ce que j'ai fait ces 15-20 dernières années de mes études, ça me sert aujourd'hui à faire ce que je fais. Ça m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est une force. Je pense qu'on n'a pas. J'ai souvent été complexée de ne pas avoir un CV ultra linéaire, ultra cohérent, sans trou, etc. Même à l'époque où j'étais ingénieure de recherche, étant donné que j'ai d'abord travaillé, ensuite j'ai fait une thèse, déjà je me disais, ah, c'est pas le truc hyper classique, ça va me causer du tort et tout. En fait, pas du tout, je pense que ça a été plutôt un atout. Donc là, pareil, en fait, je me dis bah, d'avoir ce bagage-là scientifique, ça me permet d'être de proposer quelque chose d'un peu différent, de me démarquer du reste des illustrateurs ou des facilitateurs graphiques, même s'il y en a d'autres il y en a quelques-uns qui ont le même parcours, qui ont un parcours similaire. Mais voilà, ça fait cette petite spécialité, une petite spécificité. Donc je pense que c'est bien de cultiver la différence aussi. Et pour Ouais, l'avenir, j'espère j'espère simplement en vivre en fait de cette activité-là, prendre du plaisir à le faire, garder l'envie. J'aimerais en vivre quelques temps. Après, peut-être que, qui sait, dans 3 4 ans, j'aurai une autre idée et puis je passerai à autre chose. Voilà, je sais que je suis assez. Euh, j'ai la bougeotte un peu sur ce point-là. Donc, j'ai depuis longtemps renoncé à la carrière toute une vie faire la même chose, toute une carrière dans la même boîte, dans le même métier. Ça m'a jamais trop. C'est pas ça qui m'a fait trop rêver. Donc j'aime bien cette perspective de me dire qu'aujourd'hui, heureusement, j'ai la chance et on a la chance de pouvoir changer de métier. Voilà. Après, c'est aussi un environnement ouais, je personnel, comprends, je familial, comprends. qui me permet ça. Donc c'est une chance, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est une grande chance. Je partage complètement ton opinion à 100% là-dessus, parce que c'est ce que j'ai vécu moi de mon côté. Donc, effectivement, je comprends très, 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 très bien ce que tu vis et je partage ces points-là avec toi. Et vraiment, ouais, c'est incroyable. Du coup, tu me tends la perche pour la deuxième question que je vais te poser. C'est en, en, en m'ayant présenté tes perspectives et ta rétrospection, tes perspectives, ça te mène à un point, tes conseils. Et quels conseils tu peux te donner aux jeunes qui veulent se lancer, ou peut-être une personne de notre âge qui ont envie de faire une. Alors, je veux dire le mot reconversion, tu m'as compris on a bien Mm. compris que c'est pas une forme de reconversion. Finalement, pour moi, tout est une suite logique. Tout nous a amené à un point précis, tu vois. Et c'est peut-être métaphysique, philosophique, mais bon, ça c'est mon côté épistémologie, les sciences, ce que tu veux, bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu as des conseils, lesquels, lesquels seraient-ils, si je peux dire comme ça? Je sais pas si je suis bien placée pour te donner des conseils, mais
Peut-être de... Hmm, Pour les jeunes générations aussi. ouais, peut-être pour ouais, les jeunes Et les qui moins sont jeunes. allés... Ouais, qui se posent des questions sur quelles études ils font ou qu'ils font pas. C'est que peut-être rien n'est complètement définitif. C'est-à-dire on peut se lancer dans des études pour être ingénieur et puis en cours de route se dire que finalement ça nous plaît pas. On peut être boulanger ou faire le tour du monde, euh, que il y a peut-être pas trop se mettre de pression sur l'orientation trop jeune, quoi. On a le temps de. Il y a beaucoup de métiers en fait qu'on ne connaît pas au moment où on choisit voilà, à l'arrivée au bac, quand on choisit ses études, on a une vision très restreinte en fait des possibilités de métier. On se dit, bah, bac S, tu seras ingénieur ou médecin. Voilà. En fait, il y a plein de métiers. Et même dans une profession, il y a plein de façons de l'exercer. Donc, ouais, peut-être se dire ça, que C'est un beau message, hein. C'est un beau ouais. message parce que effectivement, ce que tu viens de dire, si je peux le faciliter et le vulgariser, mais en gros, globalement, c'est que effectivement, chaque chemin n'est pas un chemin fermé. Ça veut dire concrètement, chaque expérience que vous allez faire, dans la limite du raisonnable, s'il vous plaît, dans la limite du raisonnable, hein. Enfin, vous m'avez compris. Mais chaque expérience qu'on fait, ça nous construit. Et j'aime bien avoir cette notion de dire, soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois? Mm. Cette notion-là, et c'est ce que tu viens de dire. Donc, d'une façon, c'est ce que tu viens de dire. Ça veut dire que globalement, vous vous trompez pas. Essayez et vous verrez bien finalement à la fin. Mm. Donc, bah, écoute, merci sur ces belles paroles, hein, Lisa. En tout cas, Ouais. on se retrouve bien, ça c'est bien. Ça c'est top. Bah écoute, Lisa, Après, on quand arrive. même, juste pour Ouais, nuancer ce que je viens de je dire, te parce laisse que terminer. ça Dis-moi. pourrait donner l'impression que je considère que tout le monde a la possibilité de faire des longues études et Mm. d'arrêter en plein milieu, de démissionner d'un CDI, etc. Il y a quand même une réalité économique et sociale qui fait qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas ce choix-là. Donc c'est pour ça que moi, je me considère extrêmement chanceuse. Donc, je vais modifier ma réponse en disant pour ceux qui ont les possibilités financières et le bon contexte familial et personnel de, de- d'explorer des choses et de prendre des risques et voilà, de tenter des trucs. Après, pour tous ceux qui n'ont pas cette chance-là, de faire au mieux. Exactement. Exactement. Non, non, exactement, exactement. C'est vrai qu'effectivement, on nuance toujours ce propos. Il faut toujours le nuancer. Notre vie est remplie d'opportunités. Il faut savoir les saisir. Des fois, on va dire, tous les astres qui sont alignés pour qu'on puisse se lancer. Des fois, en fait, on les a pas, mais il faut quand même se lancer. Ça aussi, ça, tu vois, on peut toujours nuancer toujours tous les propos de toute façon qu'on dit. Donc, bon, globalement, on a un message de soutien et on a un message de confiance et confiance en vous. Voilà, c'est ça, Mm. globalement, si on peut le résumer, Mm. et confiance en vous. Lisa, on arrive à la fin de ce podcast et il y a une question signature qu'on associe à ce podcast. C'est une tradition maintenant. Et on commence cette tradition également. Donc, la saison 1, on a fait les bénéfices et la saison 2 continue. Alors, je vais te la poser. Lisa, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Tu as 3 choix. Un matériau qui existe ou un Ah, comme matériau... tu veux, comme tu veux. Même si tu m'inventes le Naquada d'une nouvelle génération, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, tu me le définis. Tu me définis, c'est quoi ce matériau? euh, je sais pas, je serais un matériau, je vais dire un matériau composite, c'est assez bateau. Je sais pas, un matériau qui. Ah, je- c'est difficile comme question. Ah, un truc polymorphe, tu vois, un truc qui prend différents aspects, différentes textures en fonction de l'environnement. Un matériau caméléon, un peu. D'accord, d'accord.
Je vais pas te dire en dis-moi plus, parce que je vois que tu rames. Ouais, je vais me contenter de ça. Ok, un matériau polymorphe. Du coup, t'es comme moi, t'as été biberonné la série de Jarod, le caméléon, quoi. Ah Le ouais, mec qui voilà, c'est change. ça. Avec la fameuse phrase à la fin, la vieille qui dit à Jarod, vous êtes vraiment docteur? Oui, pour la journée. Tu sais. Voilà. Bref, ok, bah super Lisa. En tout cas, merci beaucoup les amis. On arrive sur la fin du podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté. Merci Lisa. En tout cas, franchement, ça m'a fait Merci, plaisir vraiment merci à toi, Mike. d'échanger. C'était cool. Franchement, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger. N'hésitez pas, hein, si le podcast vous plaît et que vous le regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Lisa et moi, on y répondra aux commentaires, j'en suis sûr. Elle me regarde comme ça. Oui, elle va y répondre aux commentaires, ne vous inquiétez pas. Elle répondra aux commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide. Si vous êtes plutôt écoute, plateforme d'écoute, donc nous, on est disponible sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter en fait dans le classement et de mettre en avant. Et on travaille tous pour que Dromier Matériaux devienne le podcast numéro 1. Sciences matériaux et expérience humaine, ça c'est super important, je travaille pour. Alors aidez-nous à faire bouger tout ça. Si vous êtes plutôt site internet, vous avez le site internet de Dromier Matériaux, vous avez la possibilité également de joindre notre Discord. Donc si Lisa tu as un Discord et que tu veux venir et que pour que les gens puissent te poser des questions, n'hésite pas Oui. à t'abonner Je également. rejoindrai. Voilà, n'hésitez pas. Donc vous pouvez nous poser des questions sur Discord. Euh, Vous avez également un canal de soutien. Si vous voulez nous soutenir euh, financièrement le podcast, vous pouvez. Voilà, au travers de. On a un Buy Me a Coffee. J'aime bien le concept. On se paye un café et du coup, ça permet de faire d'autres épisodes. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, en tout cas, et n'hésitez pas aussi, vous avez une newsletter. Donc, si tout ça, ça vous dit rien, mais que vous voulez avoir l'épisode dans votre boîte aux lettres, vous avez une newsletter. Voilà. C'est dans la boîte, comme on dit. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lisa, un mot de la fin? Merci. Merci de nous avoir écoutés. Et puis merci à toi, Mike, de m'avoir permis de discuter avec toi aujourd'hui. C'était Bah, très sympa. c'est très gentil. Bah, c'est un plaisir partagé, Lisa. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, comme elle a dit Lisa. Et on se revoit pour un prochain épisode de Drôle Bien Matériaux, votre podcast qui parle de sciences de matériaux et, comme vous pouvez le voir, d'expérience humaine. Allez, à très vite. Salut.